C'est le temps de se replacer. C'est une variante très raccourcie de ce revers lifté qu'il va utiliser ici pour un lob surprise. C'est encore ce même type de revers, mais beaucoup plus plat, pour privilégier la vitesse, dont il se servira pour passer un adversaire au filet. En coup droit, sa technique varie selon la zone du terrain qu'il occupe derrière la ligne de fond et aussi selon la situation du jeu. Partant d'une garde basse, la raquette est conduite directement en arrière, le coude près du corps. La cassure du poignet n'est pas un signe de relâchement, mais d'une fermeté qui se maintiendra jusqu'à la fin du coup. Le poids du corps passe alors sur la jambe gauche, et le coude va revenir en avant le premier, entraînant l'avant-bras et la raquette dans un mouvement de fouetté nettement concave, qui lui fera frotter plus ou moins la balle en la frappant. Ce coup droit de base, joué derrière la ligne de fond, est donc toujours plus ou moins lifté. Il deviendra plus plat, plus giflé, dès que l'occasion de prendre l'adversaire de vitesse se présentera. Inversement, l'accent sera plus mis sur le lift en position semi-défensive, au point de voir la raquette mouliner son accompagnement du même côté que la frappe. Enfin, dans une situation franchement défensive, McEnroe aura recours au demi-lob, comme en revers. Un joueur comme Connors, qui s'applique à jouer long pour l'empêcher d'attaquer, va nous permettre de passer en revue toute sa panoplie du fond du court. Sobriété et variété, application et imagination, le jeu de McEnroe a tout pour séduire. Et son toucher de balle sera d'autant plus efficace que ses replacements auront été rigoureux. Car l'amorti est aussi une de ses armes maîtresses. En coup droit, quand son geste raccourci laisse deviner son intention, c'est déjà trop tard. Sa position d'attaque laissait croire tout autre chose. La surprise est encore plus totale s'il est possible, car son geste est parfaitement imprévisible.
L'amorti devient ainsi une clé de sa stratégie et, en le suivant le plus souvent à la volée, il se met en posture de porter l'estocade finale sur le terrain où il excelle, celui des réflexes et de l'improvisation. D'en haut et au ralenti, on revoit mieux toute l'audace d'un amorti joué revers tourné, en laissant apparemment le cours grand ouvert, et la façon dont il retourne cette ouverture à son avantage, avec un terrain vide devant lui. L'art de McEnroe est donc pour une bonne part un art du camouflage. Mais c'est aussi un art de la sensibilité, de la décision juste au moment juste. D'où ces innombrables montées au filet, après un temps de latence destiné à en apprécier l'opportunité, et aussi à surprendre l'adversaire. Ce souci de perpétuellement brouiller les cartes, de chercher à tout ramener toujours à un combat entre deux intelligences, est certainement le trait le plus original dont John McEnroe aura marqué le tennis de notre temps. Son génie reste à peu près inimitable dans la mesure où il ne repose pas tant sur sa technique que sur son sens du jeu, sur une adaptation immédiate à tout changement de situation. Et l'on comprend mieux alors les exigences qu'il peut avoir pour son environnement, même si elles semblent parfois exagérées, en mesurant la qualité de son exigence envers lui-même. Même lorsque son intention de monter est clairement affichée. Il semble souvent porter plus d'attention à la justesse de son coup qu'à la rapidité de sa course, d'où ces petits temps d'arrêt pouvant presque être perçus comme des hésitations. Cela tient probablement aussi à ce que, se sentant à l'aise partout à l'intérieur du court, il n'éprouve nul besoin excessif de se hâter vers le filet. C'est pourquoi les montées classiques dans la foulée, comme celle-ci, ne sont pas les plus fréquentes dans son jeu. Et c'est pourquoi aussi ces coups d'attaque destinés à être suivis au filet sont souvent si efficaces qu'il n'aura pas besoin d'une volée pour terminer le point. Ou que cette volée sera facile.